Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bienvenue dans ce premier épisode Slow Marketing de l'année 2025. C'est l'heure des bonnes résolutions et aujourd'hui je suis avec Sarah Ladame. Salut Sarah. Salut Anaïs. Et l'idée, c'est de vous donner des idées pour repenser vos stratégies marketing en intégrant la dimension éthique et responsable en 2025. Quelle stratégie adopter en termes de positionnement produit, de segmentation, de messages, etc. Et nous allons explorer ce sujet avec Didier Bernardi, qui a une longue expérience commerciale, marketing et go-to-market au niveau international et qui a choisi de mettre son expertise au service d'un marketing plus soutenable. Merci Didier d'être là. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours ? Oui, merci Anaïs. Donc, voilà, je m'appelle Didier Bernardi et j'ai un peu le parcours d'un marketeer qui est devenu éclairé, ou du moins je l'espère. Et donc, j'ai fait mes classes de façon assez classique chez Procter & Gamble. Ensuite, j'ai fait un MBA à Stanford et puis j'ai travaillé au Boston Consulting Group sur des projets de marketing stratégique. J'ai aussi travaillé de nombreuses années chez Nielsen au niveau international. Donc tout d'abord en me focalisant sur le conseil en innovation et ensuite en ayant la responsabilité d'un certain nombre de grands comptes au niveau international comme Procter & Gamble, Danone, Heineken, Ferrero. Donc ça c'était sur l'ensemble des services de Nielsen. J'ai ensuite rejoint Kantar qui est un autre grand groupe d'études de marché et de conseil en stratégie. Et chez Kantar, j'ai travaillé sur des grands comptes comme Mondelez, Coca-Cola, Carlsberg, Zespri et au sein de la practice Sustainable Transformation. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai commencé à mener des projets liés à l'intégration des stratégies marketing et durabilité. Suite à ça, j'ai vraiment pris une passion pour le marketing durable et je me suis dit, tiens, c'est là que je peux avoir un impact. Et donc, j'ai suivi diverses formations en durabilité à Cambridge, à Solvay. Et depuis mi-2023, j'accompagne des entreprises sur des questions d'intégration de marketing et de durabilité. D'ailleurs, dans cette logique, en 2024, j'ai donné cours à Solvay de marketing durable et ce dans le cadre de l'Executive Master en Sustainable Transformation avec mes amis Nicolas Lambert et Fred Dorsimon. Nicolas qui est d'ailleurs venu dans un précédent podcast. Et toujours avec eux, je donnerai cours de marketing et sustainability pour Richec Formation Continue en février-mars 2025. Et plus récemment, j'ai rejoint Bipost Group comme Product Owner ESG et chez Bipost, je me focalise sur l'amélioration de notre performance environnementale et l'intégration des stratégies business et durabilité. Alors vous pouvez demander pourquoi Bipost ? Eh bien parce que c'est une entreprise très sérieuse quant à l'amélioration de sa performance ESG. D'ailleurs, le management d'une partie de ses objectifs et de son bonus qui est lié sur l'amélioration de ses performances. Et donc ça c'est pris sérieusement. Et ensuite, grande entreprise, ça veut dire que ça donne la possibilité d'avoir un plus gros impact. Et donc ça a été deux choses importantes pour moi. Didier, quand je t'entends, on voit bien que tu as développé cette expertise dans l'analyse de la perception client et dans le choix des éléments durables à mettre en avant pour les produits et services. Selon toi, qu'est-ce qui a changé dans les stratégies de positionnement aujourd'hui ? Avant tout, c'est le monde et notre perception de celui-ci qui a changé. Tout d'abord, on voit les effets de la crise climatique. Il suffit de regarder les événements dramatiques de Valence et on commence à prendre conscience du risque de dépassement des limites planétaires. Ensuite, on voit les autorités, notamment européennes, qui imposent de nouvelles législations que les entreprises ne peuvent pas ignorer. De nombreuses entreprises veulent bouger. Alors parfois, c'est par civisme. Souvent, c'est pas parce qu'elles sont un peu poussées dans le dos par la législation ou bien pour pérenniser leur avenir ou saisir de nouvelles opportunités. Et enfin, les gens changent. Et ça, c'est pour tout marketeur, c'est important. Et j'aime bien de parler de gens et pas uniquement de consommateurs parce qu'avant tout, on est des gens, des personnes, des citoyens avant d'être des bouches. Et donc je dis les gens changent et près de 50% des Belges voient le climat comme un enjeu important. Et il y a d'ailleurs différentes études qui montrent qu'environ 80% des consommateurs belges, mais c'est la même chose pour les Français d'ailleurs, qui déclarent vouloir faire des choix de consommation plus responsables. Quand 80%, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, la réalité, c'est qu'en pratique, il n'y a que 25% des gens qui
changent véritablement leur comportement, et pas surtout sur une partie, mais voilà, il y a vraiment cette prise de conscience qui est là, où les gens ont envie de changer. Alors c'est pas facile, mais voilà, donc les consommateurs, ils sont différents maintenant qu'il y a 5 ans, et donc ça doit être pris en compte. Et donc dans ce contexte, un professionnel du marketing, en 2025, il ne peut pas ignorer la dimension durabilité dans l'établissement de sa stratégie. C'est juste plus possible. Au niveau produit, services et modèle d'affaires, la réglementation européenne pousse à une compréhension de son impact environnemental et social. Et cette compréhension, c'est la première étape dans l'établissement d'une stratégie de marketing plus durable. Alors, je parle de marketing durable ou plus durable. En quoi ça consiste? La première chose, c'est réduire l'impact ESG négatif de ses actions marketing. Ça, c'est la base. Ensuite, il s'agit de communiquer de façon responsable. Qu'est-ce que c'est communiquer de façon responsable? Au minimum, c'est d'éviter les stéréotypes, ou c'est d'éviter d'encourager des comportements, je dirais, qui sont non responsables ou non souhaitables. Une entreprise en France comme ça, qui avait une entreprise de transport low cost, qui disait à ce prix-là, vous pouvez aller passer le week-end à Barcelone tous les week-ends. Cette entreprise, elle a été condamnée en France pour justement incitation à des comportements qui sont juste pas responsables dans le monde où on est maintenant. Réduire l'impact ESG de ses actions, communiquer de façon responsable. Ensuite, le troisième niveau, c'est développer des produits et des services plus durables. Alors ça peut se faire à la marge d'abord, en réduisant ses emballages, en enlevant les mauvais ingrédients, donc différentes choses pour rendre le produit meilleur. Mais idéalement, ça va se faire de façon plus structurelle, en rendant son business model, sa production moins impactant et plus circulaire. Donc il y a une gradation. Et enfin, pour moi, le niveau ultime du marketing durable, c'est quand on intègre dans celui-ci des valeurs, et qu'on veut faire passer des valeurs qui encouragent ou qui valorisent des changements de comportement qui sont compatibles avec un modèle de société plus soutenable. On parle souvent de fonctionner dans le donut, mais voilà, c'est ça, des pratiques qui favorisent ce type de valeurs. Et des exemples que j'aime bien, c'est mon ex-employeur, mais voilà, c'est Procter & Gamble qui fait, dans la pub pour ses détergents, qui encourage à laver à plus basse température, ou qui dit c'est normal d'attendre que la machine soit pleine et de laver moins fréquemment. Mais pour ça veut dire que vous avez besoin d'un super bon produit. Donc là, il lie bien leur stratégie au fait de passer des valeurs et d'encourager des comportements qui sont fondamentalement plus durables. Donc voilà, pour revenir, cette compréhension de l'impact du produit, elle va aider à identifier les changements à effectuer pour améliorer la durabilité du produit ou du service. Et ces changements, il va falloir les confronter à l'image du produit et aux raisons qui motivent son achat. Parce qu'en fonction de ça, il faudra voir s'il est temps pour l'un d'en parler ou pas. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire, mais ça n'a pas de valeur d'en parler. Et comment en parler? Et donc, je voudrais un peu m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment devenu une question fondamentale du marketing de comprendre la perception d'une marque en matière de durabilité. Et de déterminer si une dimension durabilité peut venir enrichir le positionnement de la marque. Et si oui, si cette dimension pourrait se situer au cœur de la marque ou plutôt à sa périphérie. Et donc, un exemple, j'imagine qu'une marque comme Coca-Cola, que tout le monde connaît, ne doit pas avoir une image très favorable en matière de santé, ni même de production de déchets plastiques. Mais par contre, je pense qu'il serait tout à fait contre-productif pour la marque de se positionner sur des enjeux santé. Pour Coca-Cola, ils sont juste pas crédibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prévoir des améliorations dans ce sens, mais communiquer sur celle-ci, c'est dangereux. Et par exemple, il y a eu le cas du Coca Life, qui est Coca au stevia, mais ils l'ont positionné comme un Coca plus naturel, et ça a été perçu, mais comme du gros greenwashing, et ça a été un gros échec. Par contre, en matière de déchets plastiques, la marque a une vraie carte à jouer. Elle a un vrai impact. Il y a énormément de déchets qui sont produits par la consommation de canettes ou de boîtes de Coca. Et donc, Coca-Cola a vraiment l'opportunité de s'engager à fond dans des emballages circulaires à base de plastique recyclé, en encourageant ou en facilitant la collecte de ces emballages, en poussant les emballages réutilisables ou des solutions sans emballage. Et c'est d'ailleurs ce que fait son concurrent PepsiCo avec SodaStream. Et donc, soyons clairs, le zéro déchet, ce sera jamais la raison d'acheter la marque. Mais par contre,
l'absence de progrès dans ce sens pourrait être une raison du rejet de la marque par des consommateurs qui sont éco-conscients. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une stratégie défensive. A contrario, une entreprise comme la Maison d'Andois, que les Bruxellois connaissent et dont personnellement je suis assez fan, a pris une posture beaucoup plus proactive en matière de durabilité. Elle a adopté un modèle d'affaires avec des produits fabriqués à base d'ingrédients locaux, issus d'une agriculture régénérative, en favorisant l'inclusion sociale par la mise au travail de publics défavorisés et en jouant la carte du local et de l'authentique. Et toutes ces dimensions, elles viennent renforcer la dimension d'excellence du produit et son caractère authentique. Et donc, elles s'intègrent vraiment au cœur de la proposition de la marque. Didier, moi, ce que je retiens de tout ça, et je trouve ça assez fort, c'est que finalement, comme la société change, ces questions de durabilité en fait concernent toutes les marques et tous les marketeurs. Et je trouve ça vraiment intéressant de souligner ça parce qu'on a souvent tendance à cantonner le marketing responsable ou en tout cas ces questions de responsabilité à des entreprises qui sont déjà engagées. Et là, en fait, le constat que tu fais, c'est que en fait non. Et le rôle de tout marketeur, c'est de s'adapter à son audience, à sa cible et finalement à la société. Et la société est en train de changer dans ses prises de conscience. Mais du coup, une fois on part du principe que la durabilité doit entrer en priorité dans des stratégies go-to-market, comment est-ce que tu intègres ces principes-là sans diluer les messages commerciaux initiaux? Et donc, tout d'abord, il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, on n'achète pas un produit ou un service parce qu'il est durable, mais bien parce qu'il remplit un certain besoin. Un job to be done, comme on dit en anglais dans le jargon marketing. Pour la plupart des utilisateurs, la durabilité, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sans gâteau, il n'y a pas de cerise. Et donc, dans ce contexte, il est vraiment important de comprendre la mesure dans laquelle les caractéristiques qui rendent le produit ou service plus durable et celles qui rendent le produit plus désirable, savoir si ces caractéristiques, si elles se renforcent, si elles sont indépendantes ou si elles s'opposent. Et ça, c'est une dimension fondamentale qui va définir comment on va aborder sa stratégie. L'idéal, c'est quand rendre le produit plus durable le rend aussi plus désirable. Ça, c'est le sweet spot. C'est quand on a des ingrédients plus durables qui vont rendre le produit plus qualitatif, plus délicieux, plus sain. Là, on peut avoir les deux. Un meilleur produit et aussi un produit plus durable. Pour faire référence à mon travail, dans le cadre de Bipost, donc où je travaille, c'est par exemple le cas avec notre offre de livraison de colis à faible émission, avec des vélos cargo, avec des camionnettes électriques qui d'ailleurs sont alimentées par des panneaux solaires qu'on a sur un certain nombre de nos bâtiments. Et donc cette offre basse émission dans des écozones, elle réduit notre empreinte carbone, mais elle est également pertinente pour nos clients d'affaires qui souhaitent réduire leur propre empreinte carbone et qui ont des enjeux en termes techniques. On parle de scope 3, de niveau 3 dans leurs émissions. Et donc là, il y a vraiment, c'est bien pour nous et c'est bien pour nos clients et c'est pertinent pour nos clients. Et ça peut être aussi pertinent pour un client en particulier qui, quand il fait un achat e-commerce, peut se dire, tiens, moi, je veux minimiser l'impact de mon achat et donc faire en sorte qu'il soit livré de façon plus durable. Et donc, dans ce cas-là, on est vraiment un peu dans le meilleur des deux mondes et donc l'attractivité du produit peut être large, même chez des clients qui sont moins éco-conscients. Et donc là, il ne faut pas avoir peur, on fonce, on investit en com et en marketing et s'il est nécessaire d'avoir un niveau de prix un peu plus élevé pour justifier les coûts qu'il y a derrière, dans ce cas-là, on peut se le permettre. Ou bien on peut choisir d'avoir une stratégie de prix qui va être plus à parité pour maximiser sa part de marché et maximiser son impact positif. C'est deux stratégies qui sont possibles. Par contre, la stratégie devrait être différente lorsque ce qui rend le produit plus durable ne nuit pas à sa désirabilité, mais n'est pas pertinent par rapport à celle-ci. Pour moi, l'exemple, c'est une entreprise de distribution qui place des panneaux solaires sur ses entrepôts. C'est certainement une bonne idée d'un point de vue financier, ça va améliorer l'impact environnemental de l'entreprise, mais ça risque pas d'être une raison d'achat, ou c'est probablement pas une raison d'achat. Mais dans ce cas, on le fait, mais on n'en parle pas, parce que c'est pas pertinent.
Ensuite, un troisième cas de figure, c'est quand l'entreprise peut rendre son produit plus désirable, plus attirant, sans avoir d'impact environnemental plus négatif. Hein, ça va être le cas quand on peut travailler sur l'esthétique du produit, sur son design, voire sur son goût, etc., mais sans nuire à sa durabilité. De nouveau, ça c'est le marketing pur, mais pas de souci, il faut le faire, c'est très bien. Ça n'a pas d'impact. Si ça aide à construire sa part de marché, c'est très bien. Juste veiller à pas tomber dans pousser à la surconsommation. C'est le seul bémol que je mettrais par rapport à ça. Et puis, le dernier cas de figure, et c'est vraiment le dilemme, c'est quand rendre un produit plus durable affaiblit sa performance. Il nettoie moins bien, il est moins pratique, il est moins esthétique ou il est plus cher. Et dans ce cas, il faut avoir conscience que l'attrait du produit sera limité au segment des consommateurs qui valorisent le plus la durabilité et sont prêts à éventuellement accepter ce compromis. C'est quelque chose que les écopreneurs oublient souvent. Et donc, ça, je veux mettre ça en avant. Et dans ce cas, dans cette situation qui, parfois, elle se présente, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. La base du marketing et de la loyauté, c'est l'honnêteté. Et donc, il ne faut pas mentir. Il faut reconnaître le compromis. Mais je dirais, idéalement, alors essayer de lier la durabilité à un autre bénéfice qui va être pertinent. Se dire, mais mon produit, il nettoie peut-être un peu moins bien, mais il est plus doux pour les mains, plus doux pour les surfaces, il est moins nocif. Et donc, même si c'est pas la première caractéristique qui fait acheter, c'est que c'est quand même une caractéristique pertinente. Et donc voilà sur ce dernier dilemme. C'est intéressant, je trouve, de voir toute ton explication sur l'attrait produit, la performance, mais aussi la pertinence de l'argument durable ou de l'argumentaire durable. Mais je trouve que du coup, ça appelle vraiment cette question du choix des publics cibles et de la segmentation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on doit traiter cette question du choix des publics cibles et de la segmentation? Est-ce qu'il y a une évolution aussi finalement par rapport à cette réflexion-là? Et quel impact les stratégies RSE peuvent avoir sur ces choix stratégiques en particulier? Mais tout d'abord, il faut vraiment avoir conscience qu'il n'existe pas un profil unique de consommateur durable. Il y a pas mal de segmentations qui existent, mais très souvent, ces segmentations divisent les consommateurs en 3 ou 4 segments en fonction de leurs attitudes et de leur comportement vis-à-vis de la durabilité. Il y a souvent le segment des plus actifs, des plus éco-conscients, qui valorisent le plus la durabilité et agissent le plus. Hein, ce segment, souvent, il va représenter aux alentours de 20-25% de la population. Ensuite, il y a souvent 1 ou 2 segments de gens qui sont tièdes, qui sont modérés, soit ils sont prêts à agir mais pas prêts à faire trop d'efforts et donc voilà, ils peuvent être plus ou moins sensibles au regard des autres et ça c'est la majorité de la population, on parle souvent 60-70%. Et puis, il y a le dernier segment, le segment des réfractaires pour qui c'est juste pas une question ou c'est pas pertinent pour eux. Ce segment diminue, mais on est encore à plus ou moins 15 à 20%. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est qu'un même individu, une même personne, elle peut se comporter de façon très durable pour certaines catégories de produits et beaucoup moins durable pour d'autres. Il y a des gens qui vont se dire, moi je suis prêt à manger moins de viande, je suis prêt à me déplacer en Belgique en transport en commun. Par contre, je veux avoir mes vacances au soleil 1 ou 2 fois par an. Où je suis prêt sur certaines catégories à faire des compromis. J'achète tout bio, mais je veux manger ma viande. Et voilà. Et donc, il faut être bien conscient. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes de segmentation, il faut vraiment réfléchir à segmenter son public par rapport à sa catégorie. Et ça, c'est vraiment la base d'une stratégie de marketing segmenté en matière de durabilité. Je trouve ça hyper important cette précision parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des personas très stéréotypés et surtout, enfin, on va imaginer l'écolo bobo et en fait à se dire qu'il est écolo dans toutes ses consommations, mais en fait non, tu as bien raison, c'est pas le cas et donc C'est pas vrai. ça permet d'affiner et d'aller un peu plus loin dans sa segmentation. Mais du coup, est-ce que avec cette logique-là, est-ce qu'il est possible de toucher à la fois des segments qui sont très sensibles aux aspects durables sur sa catégorie et ceux qui restent sceptiques? Et si oui, comment est-ce qu'on fait? Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est clair que c'est pas facile et pas toujours opportun de vouloir toucher tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que si on a un produit durable et qu'on veut toucher
à la fois des consommateurs éco-motivés et d'autres qui le sont moins. Mais la meilleure façon, c'est de faire de la durabilité sans en parler. Parce que très souvent, les comportements durables des consommateurs, ils sont motivés par des critères autres que la durabilité. Ainsi, par exemple, souvent des gens vont acheter des produits bio, non pas parce que l'impact dans la culture du bio est moins, mais parce qu'ils disent c'est meilleur pour mes enfants, c'est meilleur pour ma santé, c'est plus qualitatif en termes de goût, donc ça va être une motivation, plus une motivation de famille, de vouloir faire du bien pour les gens autour de soi, plutôt que de penser directement durabilité. Souvent aussi, les achats de seconde main, la motivation de beaucoup, c'est de dire je fais une bonne affaire, c'est intelligent d'acheter de seconde main, et ils ne pensent pas nécessairement aux impacts durabilité directement. Et donc, pour toucher un public plus large avec un produit durable, il faut le vendre sur ses mérites propres, sur ce qu'il offre dans l'absolu, et pas en mettant l'accent sur l'aspect durable. Et c'est notamment ce qu'a très bien fait Tesla, qui veut une voiture cool, sexy et trendy, avant de vendre une voiture sans émission. Où j'ai beaucoup aimé aussi la campagne de la SNCB, qui parle du confort et de la sérénité d'un moment train. C'est ça qu'ils vendent, et pas le fait vous prenez le train, il y a moins d'émissions de carbone. Non, c'est vraiment, voilà, ils parlent de l'expérience. Et par rapport à un de vos autres podcasts, j'avais beaucoup aimé le témoignage d'Emeric Granger de 900 Care, qui lui offrait une solution intelligente et bon marché de produits d'hygiène personnelle à diluer. Mais de nouveau, il vendait pas, il vendait le côté intelligent, le côté pratique, et pas directement la durabilité. Je trouve ça super intéressant que tu aies mention du fait de faire de la durabilité sans en parler, mais aussi ce côté de bénéfices indirects. Mais enfin, je trouve ça aussi intéressant. L'indirect, c'est aussi pas pour moi, en fait, finalement, pour m'occuper des autres, m'occuper de ma famille. Enfin, je trouve ça vraiment Exactement. assez fou. Et beaucoup plus de gens vont se reconnaître là-dedans. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant et du coup, voilà, je me dis est-ce que pourtant il y a des stratégies ou il y a des messages qui vont, mieux résonner auprès, des clients, pour des produits, soutenables, dans un contexte où justement on doit souvent justifier un prix ou une qualité perçue qui du coup, vont être différents? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des recettes un peu, magiques? Il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein, mais comme je l'ai dit avant, il faut vraiment se souvenir que la durabilité n'est pas une raison d'acheter en soi. Parfois, la durabilité est même d'ailleurs un anti-argument de vente, parce que les consommateurs l'aperçoivent parfois comme plus cher, et souvent les gens pensent qu'un produit durable est plus cher que ce qu'il n'est en réalité, et parce qu'ils ont l'impression que s'ils achètent un produit durable, il va y avoir un compromis, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il ne faut pas oublier ça. Durable a parfois aussi des connotations négatives, d'où l'importance de vendre le message ou les bénéfices de base du produit ou de service. Et donc, il faut vraiment communiquer sur ce bénéfice de base et chercher à lier la durabilité à parler à quelque chose de concret en termes de bénéfices fonctionnels ou de bénéfices émotionnels qu'elle peut amener comme en plus. Et donc, par exemple, on peut parler d'un produit qui va être plus nourrissant parce qu'il est fait avec de meilleurs ingrédients, ou un produit qui est plus authentique parce qu'il est produit localement dans de bonnes conditions, ou d'un produit qui est plus sain et meilleur pour ceux que j'aime, ou d'un achat intelligent, donc comme ce que j'ai dit avant. Et des analyses de Kantar ont montré d'ailleurs que de faire passer des messages liés à la durabilité, ces messages liés à la durabilité, ils auront plus d'impact quand ils sont délivrés de façon constructive et empathique, ou lorsqu'ils placent le consommateur en position d'agir ou de contribuer sans l'effrayer ou le culpabiliser. Donc aussi, il y a aussi la façon dont on en parle. Et donc, culpabiliser les gens, ils se ferment. Et si on peut leur dire, voilà, en achetant mon produit ou mon service, vous contribuez, vous montrez l'exemple et je montre l'exemple, là, ils vont être beaucoup plus sensibles. Et cette façon de communiquer est quelque chose il n'y a pas que le message, mais aussi comment on fait passer le message. Et ça, c'est important. Et en termes de message, justement, comment est-ce que tu fais pour éviter le greenwashing? Mais bon, d'abord, une bonne stratégie, je trouve, en termes de communication, c'est d'utiliser le message de durabilité en renforcement de la promesse de base de la marque. Et là, il y a deux exemples que j'aime beaucoup. C'est Colruyt, quand il a
fermer, c'est un des premiers à fermer ses surgélateurs et ses frigos, ben, ils ont lié ça, on dit, ben, ce faisant, on fait une économie d'énergie, et cette économie d'énergie, c'est une des choses qui nous permet de vous garantir des prix bas. Donc vraiment très en accord avec leur image. Ou Volvo, quand ils sont passés au tout électrique, ils ont vraiment lié ça en disant, ben voilà, nous, Volvo, c'est la sécurité, et le passage au tout électrique, c'est la meilleure sécurité qu'on peut vous offrir parce que c'est notre contribution à limiter le réchauffement climatique. Et donc, quant au greenwashing, pour l'éviter, la base, c'est d'être authentique, d'être factuel et aussi de communiquer avec humilité. On ne sera jamais parfait, mais c'est pas une raison de dire on est sur un chemin et je m'améliore. Mais vraiment, cette dimension d'authenticité est importante parce que dès qu'il y a un message de durabilité, le consommateur, il est très sceptique. D'où ce besoin de réalisme et d'authenticité, parce que sinon ça peut avoir un effet négatif sur la marque. Justement, comme tu parles de faits, j'ai aussi envie de te demander finalement, mais comment on va démontrer l'impact d'une stratégie de marketing responsable en termes de return ou de fidélité client, puisque fatalement, on ne va pas se battre avec les mêmes types d'arguments. Je trouve que c'est aussi quelque chose, moi, qui me pose parfois question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement qu'on atteint quand même des objectifs? Mais c'est clair que dans le cadre, pour mesurer le retour d'un marketing responsable, ça ne va pas suffire de regarder l'impact sur les ventes à court terme. Et pour donner un peu de contexte, il y a des études qui ont montré que les marques perçues comme ayant un sens, on va appeler des purpose-driven brands, elles se développent mieux dans le contexte actuel. Il va s'agir notamment d'évaluer dans quelle mesure la perception de la marque évolue dans le sens souhaité. Est-ce que l'affectivité pour la marque, l'amour de la marque se renforce-t-il? Est-ce qu'elle devient plus pleine de sens et différenciée? On parle de meaningfully different. Est-ce que sa perception sur les dimensions environnementales pertinentes, est-ce qu'elle se renforce? On peut regarder comment sa perception évolue sur l'ensemble de la population, sur son groupe cible, et aussi toute sa perception sur le groupe des comportements des clients les plus éco-sensibles. Donc ça va être on va devoir regarder sur plusieurs choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder, mesurer l'impact plus large créé lorsque la marque veut faire passer des messages ou des valeurs plus sociétales ou qui vont dans le sens de nouveaux imaginaires. Mais bon, pour pouvoir un tel impact, c'est pas une seule marque qui va pouvoir avoir un tel impact. Donc pour pouvoir un tel impact, il sera nécessaire que plusieurs marques s'emparent de ces valeurs durables pour les promouvoir. Mais de nouveau, c'est possible. Si on regarde la marque Dove, ce que fait la marque Dove depuis de nombreuses années en matière de promotion d'une beauté plus authentique et plus inclusive, mais ils ont vraiment très fort renforcé leur marque sur toute une série de dimensions. Et ils ont vraiment changé, je pense, la perception des gens et en matière de ce qui convient de communiquer sur certaines valeurs en termes de beauté. Didier, on arrive déjà aux questions de la fin. Merci pour ces échanges vraiment hyper instructifs. Si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Mais je pense aux valeurs et aux normes sociétales qui évoluent lentement. Une société durable et juste, elle doit pouvoir s'appuyer sur des normes qui dépassent l'individualisme et la réalisation de ce que je qualifierais de pseudo-bonheur par la surconsommation. Et donc, je pense que le marketing, mais aussi les médias, le monde du cinéma, ont tous un rôle à jouer pour façonner de nouveaux imaginaires qui sont plus compatibles avec les limites planétaires. Mais ça va prendre du temps. Et moi, pour reprendre mon spectre désirabilité, mon angle désirabilité que j'aime tant, mais peut-être tu viens d'y répondre. Qu'est-ce qui est pour toi, du coup, la question marketing à creuser aujourd'hui pour aider la transition à être plus désirable pour les consommateurs et les consommatrices demain? Mais pour moi, c'est la création de nouveaux imaginaires désirables et compatibles avec les limites planétaires et une transition juste. C'est vraiment ça. Créer ces nouveaux imaginaires désirables et compatibles. Super, merci Didier. J'ai pris des notes pendant tout l'épisode, c'était parce que c'était vraiment, moi j'ai pas arrêté de prendre des notes. Si je
dois résumer et tu me dis si tu es d'accord. Un peu 5 stratégies qu'on peut mettre en place pour 2025 pour un marketing plus durable, plus responsable. La première, c'est déjà de commencer à évaluer s'il existe ou pas une dimension de durabilité dans le positionnement de sa marque et de définir si cette dimension de durabilité, là, elle peut venir enrichir le positionnement de marque actuel. La deuxième stratégie, c'est de trouver les synergies entre durabilité et désirabilité et trouver vraiment ce sweet spot entre les deux qui va être vraiment le combo gagnant pour accélérer la transition et les changements de comportement. La troisième stratégie, je pense, c'est de faire de la durabilité sans en parler finalement, parce que c'est la meilleure manière de toucher tout le monde sans que ça soit à la fois les personnes sensibilisées à ces thématiques et des personnes qui restent encore sceptiques ou qui vont associer la durabilité à des éléments de c'est plus cher, moins efficace, etc. Comme quatrième stratégie, moi, j'ai noté délivrer le message d'impact de façon constructive et empathique en plaçant le consommateur en position d'agir ou de contribuer sans effrayer ou culpabiliser. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et puis, la dernière stratégie que tu viens de nous parler, c'est travailler, potentiellement essayer de l'évaluer, mais surtout travailler sur comment créer de nouveaux imaginaires avec sa marque. Est-ce que tu me rejoins là-dessus sur ces 5 grandes stratégies? Oui, je te rejoins absolument sur ces 5 grandes stratégies. Et pour moi, une chose à pas oublier, c'est vraiment que la durabilité n'est pas une raison d'acheter en soi. Et quand on sait ça, eh bien, ça aide beaucoup. C'est un très très bon rappel. Merci beaucoup Didier, merci Sarah, c'était un échange passionnant. J'espère qu'il vous a plu aussi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci Anaïs, merci Didier. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.